Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Résilience organisationnelle ou résilience des organisations. Dans cet ouvrage, nous ouvrons notre champ de recherche à la résilience des organisations, tous les types d'organisations, de la PME à la multinationale, que nous soyons face à une entreprise ou une institution. Nos questions porteront sur les stratégies employées, sur le type de structure, sur le management participatif et de proximité, sur la culture d'entreprise et l'internationalisation, sur la gouvernance et la mondialisation des pratiques. Depuis que les organisations existent, depuis qu'une organisation est constituée d'éléments logiques en interaction, depuis que les organisations sont structurées, capables de stratégie et aptes à la gestion du management, les organisations ont besoin pour exister, de se remettre perpétuellement en question. Elles ont la nécessité d'assurer de nouvelles stratégies, de nouvelles structures, faire face à une concurrence difficile, elles doivent par conséquent se transformer, changer. Avec le protocole de Hyogo, 2005, dont l'objectif de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes de l'Organisation des Nations Unies concerne la mise en place de dispositifs pouvant accroître la résilience des collectivités et des institutions face aux risques, la résilience organisationnelle prend tout son sens. Dans les définitions génériques de la résilience, les grandes similitudes avec la résilience organisationnelle concernent la capacité de s'adapter, de faire face à un trouble, de s'y préparer et de rebondir en développant de nouvelles capacités. Ceci illustre le passage d'une capacité individuelle à une capacité de groupe, voire organisationnelle. Les grandes différences apportées par la résilience organisationnelle au concept générique de la résilience se trouvent essentiellement sur 3 niveaux. Tout d'abord, dans l'approche par la résilience qui consiste à mettre en œuvre les conditions de la résilience avant même que la crise ne soit présente. La seconde différence est dans la gestion des ressources rares comme valeur ajoutée à l'organisation. Nous sommes face à une résilience stratégique. Enfin, nous soulignons l'aptitude à mesurer la résilience organisationnelle sur le cycle de vie de la crise, avant, pendant ou après, en tant que gestion de la temporalité et vision globale d'une représentation organisationnelle. Théorie et concept. Les bouleversements véhiculés au sein de l'organisation interpellent l'individu. En fonction de l'intensité des turbulences, ils peuvent prendre des allures de crise. La personne est sollicitée au niveau de son identité. L'identité n'est pas figée. La crise d'identité est une situation de trouble individuel profond qui marque une période de transition. À partir du moment où l'identité vacille, elle entre en crise et une perte d'appartenance s'installe. L'identité organisationnelle est interpellée à son tour. Une question se pose. Quelle est la nature de la crise d'identité organisationnelle ? Au cours de cette période de turbulence, un choix se présente. Se replier sur soi et laisser l'événement prendre toute la place ou exploiter sa capacité de résilience pour l'affronter et saisir l'opportunité de rebondir. Dans ce contexte, on peut observer l'émergence d'une sorte de contrat psychologique, dans lequel l'individu et l'organisation peuvent s'investir différemment, à savoir l'engagement. Celui-ci s'articule sur un partenariat, motivation, émotion, pensée. Nous ouvrons ainsi des voies complémentaires aux théories du comportement organisationnel. La résilience est une porte ouverte à la reconstruction de l'identité. Dans le langage courant, la résilience se définit comme l'art de rebondir. Nous décrivons la résilience en tant que processus et rassemblons les conditions favorables à l'émergence de la résilience au sein de l'organisation. Il existe des liens entre la gestion du changement et la résilience. Partant de la survenance d'un choc ou d'un bouleversement au sein de l'organisation, nous allons examiner ce qui se produit. Nous allons identifier les phases de rupture, observer le cycle de vie de la crise, apprécier les processus de structure, de stratégie, de management et de culture, étudier les résistances face à un choc. La crise peut adopter des formes différentes, le choc, la tension ou la surprise. En situation de crise, les individus sont aux prises avec le sens, sa déconstruction et sa reconstruction. Plusieurs formes de rebond sont possibles en situation de crise, l'effondrement, la résilience de type 1 homéostasie, la résilience de type 2 transformation. Outils et mise en œuvre. Notre travail vise la mise en place des conditions de résilience.
Pour évoluer sur les trajectoires de la résilience, il peut être utile de disposer d'une boîte à outils, faite de moyens, de modèles et d'acteurs. Certains outils sont plus appropriés en fonction de l'ampleur des turbulences et de la phase de la crise. D'autres sont plus en adéquation avec la résilience à un niveau individuel, collectif ou organisationnel. Le processus de résilience peut s'appuyer sur le déploiement de la conscience collective, de la cellule de résilience et de la cellule transversale, une sorte de veille organisationnelle. Parmi les outils figure le Strategic Resiliency Scoring, SRS. Il permet d'apprécier le niveau de résilience individuelle et organisationnelle. L'ensemble des éléments proposés est utilisé pour la mise en œuvre des conditions de résilience. Il s'agit de répondre en priorité à 4 questions. Quand doit-on intervenir? Quel outil doit-on utiliser? De quelle manière pouvons-nous intervenir? Qui doit intervenir? Toutefois, ces outils sont à articuler avec les options stratégiques. Selon le cycle de vie de la crise, la stratégie à adopter pour la mise en œuvre de la résilience sera différente. Une étude de cas confrontée à de sérieux bouleversements et traversant des périodes de turbulence illustrera notre approche. Structure de l'ouvrage. Dans le premier chapitre, nous discourons sur ce qu'est une organisation. En effet, le sujet qui nous préoccupe dans cet ouvrage porte sur la résilience appliquée aux organisations. Par conséquent, nous avons trouvé important de discourir sur la signification d'une organisation, comment elle se constitue, quelles sont les différentes organisations et les structures que l'on y rencontre. Dans le second chapitre, nous nous intéressons aux acteurs de l'organisation, qui sont-ils, comment les définir. Nous analyserons le comportement des acteurs au sein des organisations. La notion d'identité prendra une place importante dans ce chapitre. Puis, nous ferons un parallèle entre les acteurs de l'organisation et l'organisation, en analysant l'identité organisationnelle. Le chapitre suivant est une analyse de la crise. Nous sommes dans la gestion de crise. Les organisations, pour survivre et échapper à l'entropie, doivent se remettre en question perpétuellement. Pour cela, elles doivent changer et affronter les changements, souvent porteurs de crise. Nous verrons un concept important, puisqu'il s'agit du cycle de vie de la crise. Le chapitre 4 est le chapitre le plus important de l'ouvrage. Il est le cœur de notre sujet. Il porte sur la résilience appliquée aux organisations. Au travers de ce chapitre, nous décortiquons le concept de résilience individuelle pour le conduire au travers de son histoire jusqu'à la résilience des organisations. Un parcours déroule les âges de l'histoire qui ont conduit jusqu'à la résilience organisationnelle, des travaux précurseurs jusqu'à la résilience organisationnelle. Quelles sont les recherches actuelles? Nous nous posons la question de la mise en place des conditions de la résilience avant la crise, mais aussi des différentes formes que la résilience appliquée aux organisations peut prendre. Le chapitre 5 porte sur les ressources rares et leurs cellules. Quels sont les acteurs de la résilience? Comment peut-on les reconnaître? Quelles sont leurs actions? Ces acteurs gravitent autour de différentes cellules. Quelles sont ces cellules? Comment elles agissent les unes avec les autres? Ainsi, nous verrons une cellule importante, la cellule de résilience. Le chapitre 6 est essentiel dans son apport et le concept qu'il développe. Nous verrons le rôle joué par les toxic handlers. Qui sont-ils et comment ils agissent dans les organisations? Quels sont les types de toxic handlers que nous rencontrons? Comment pouvons-nous nous définir en tant que toxic handlers? Ces acteurs sont les tuteurs de la résilience organisationnelle. Ils sont les porteurs de souffrance, de détresse que l'on rencontre dans nos sociétés. Le chapitre 7 porte sur les outils. Nous avons développé des outils. Le premier est un outil d'analyse des ressources rares, possédant une action autour de la résilience organisationnelle. Un second outil analyse les signaux faibles, le MIC, mesure des indicateurs de crise. Enfin, nous avons longuement travaillé au développement d'un outil pour la mesure de la résilience organisationnelle, le MIRO, mesure des indicateurs de résilience organisationnelle. Dans cet ouvrage, nous décrivons les outils, leurs nécessités, leurs critères, de quoi sont-ils composés. Toutefois, il n'est pas dans l'objectif de ce premier tome sur la résilience des organisations, les fondamentaux de rentrer dans le détail des outils. À ce jour, certains de ces outils sont déjà bien développés. Le MIRO est un outil informatisé.
Il est possible de se le procurer soit en faisant un séminaire soit en passant par l'éditeur pour le commander. Le chapitre 8 est un guide simplifié pour implémenter la résilience. Ce chapitre est une porte ouverte à une seconde publication, dont l'objectif sera la mise en œuvre de la résilience organisationnelle. Au travers de ce chapitre, le lecteur est conduit à implémenter la résilience au sein de son organisation et faire face à des crises. En complément de ce chapitre, un apport est consacré au développement de la résilience chez les acteurs de l'organisation. Plusieurs techniques sont proposées pour développer sa résilience. Le dernier chapitre déroule une importante étude de cas qui illustre un changement suivi d'une crise et sa résolution éventuelle par la mise en place des conditions de résilience. Tout au long de l'ouvrage, un petit cas d'entreprise est illustré à la fin de chaque chapitre par des exercices, questions et solutions. Cela permettra au lecteur de mieux saisir les concepts, les idées apportées par la résilience appliquée aux organisations. En annexe, vous trouverez les grands concepts de la résilience des organisations, une cytographie et une très riche bibliographie. Nous avons indiqué la liste de nos travaux portant sur la résilience. Chapitre de l'ouvrage. 1. Qu'est-ce qu'une organisation? 2. Les acteurs de l'organisation. 3. La gestion de crise. 4. La résilience appliquée aux organisations. 5. Ressources rares et leurs cellules. 6. Apport des toxic handlers. 7. Les outils. 8. Implémenter la résilience. 9. Étude de cas. 1. Qu'est-ce qu'une organisation? Des idées fausses. L'organisation n'est pas une activité au service de la réduction des effectifs, ni une fonction qui vise à mettre de l'ordre, ni une formalisation détaillée de ce que les opérateurs doivent faire et de comment il faut qu'ils le fassent. Ce n'est pas non plus un métier dont la finalité est répressive, parce qu'il vise à instaurer des obligations, et faire en sorte que tout s'y conforme et donc fondé sur le contrôle. Au contraire, actuellement, les interventions d'organisation visent souvent la mise en place de changements. L'organisation est partout, y compris dans la vie personnelle privée. La théorie des organisations est une discipline des sciences de gestion qui rassemble, analyse, développe des connaissances qu'elle peut appliquer pour l'efficacité du fonctionnement des organisations. Girojo 2003. Sciences de gestion appartiennent aux sciences sociales. Rien n'est établi avec certitude. Il existe une pluralité d'approches, des théories plutôt qu'une théorie unifiée. Lost, Organisation scientifique du travail, Taylor, Management, bureaucratie, pouvoir, Weber, Fayol, Drucker. L'approche sociotechnique, Woodward, Trist. Théorie de la contingence, Burns, Stolker, Lawrence, Lorsch. Le management participatif, Mayo, Lewin, Likert. Les théories de la motivation, Maslow, Herzberg, McGregor. Sociologie des organisations, Crozier, Saint-Saulieu, Bernoux. L'approche systémique, Bertalanffy, Mélèze, Lemoigne, Berriot. La démarche qualité, ISO 9001, ITIL, 6 Sigma. Psychosociologie, Simon Henriquez, Page, Goffman, Weck. Entreprise apprenante, Argyris. Comportement organisationnel, identité, satisfaction, émotion, culture, structuration, changement, résilience. Résumons. L'organisation n'est pas une activité au service de la réduction des effectifs, ni une fonction qui vise à mettre de l'ordre, ni une formalisation détaillée de ce que les opérateurs doivent faire et de comment il faut qu'ils le fassent. L'organisation n'est pas un métier dont la finalité est répressive, parce qu'il vise à instaurer des obligations, et faire en sorte que tout s'y conforme, qui est donc fondé sur le contrôle. Au contraire, actuellement, les interventions d'organisation visent souvent la mise en place de changements. L'organisation c'est partout, y compris dans la vie personnelle privée. L'organisation est donc l'utilisation optimale des moyens dont on dispose pour atteindre les buts que l'on se fixe. Son rôle est ainsi de contribuer à la subordination des moyens aux fins. L'organisation vise donc l'efficacité, c'est-à-dire non seulement l'atteinte des résultats recherchés, mais la performance par l'obtention du meilleur rapport possible entre résultats obtenus et l'économie des dépenses engagées et efforts effectués. Son rôle central est de contribuer à la lutte contre l'entropie,
c'est-à-dire contre le vieillissement naturel de tous les organismes vivants. L'organisation est donc principalement la remise en cause de ce qui est devenu inutile avec le temps. Ainsi, l'organisation a-t-elle à optimiser la disposition des moyens par rapport aux finalités. Ceci explique la demande actuellement croissante d'organisation, induite par un monde contemporain caractérisé par des confrontations concurrentielles qui s'intensifient, nécessitant le renforcement de sa compétitivité. Des changements accélérés et une complexité croissante. C'est de plus en plus l'affaire des opérationnels. C'est une des fonctions essentielles du management, ce peut être une tâche confiée au moins en partie aux salariés, auto-organisation. Les fonctionnels deviennent chargés de réaliser des études, les opérationnels n'en ont pas le temps. Inciter, accompagner et faciliter le travail des responsables opérationnels. Coordonner des actions, conduire des projets complexes. Il incombe alors aux organisations d'exercer un pouvoir d'influence, fondé sur leur crédibilité et leurs attitudes. Les spécialistes en organisation peuvent se trouver en concurrence avec d'autres fonctionnels. Il leur revient de contribuer à l'instauration d'une collaboration et d'une coordination optimale entre experts. L'organisation est un ensemble de l'entreprise système, formé d'une structure formelle ou informelle ainsi que d'un ensemble de procédures, de méthodes relatives au travail et à la communication entre les postes. Un processus de gestion est un ensemble d'activités et de décisions combinées pour produire des résultats souhaités par l'entreprise. Organisation administrative. C'est la recherche des méthodes, des structures et moyens qui permettent d'effectuer les travaux administratifs utiles dans les meilleures conditions et avec le maximum d'efficacité. Les travaux doivent être le moins coûteux possible, avoir la qualité requise et être obtenus dans les délais demandés. Une organisation est un ensemble de moyens structurés en fonction d'objectifs, qui regroupent notamment des personnes. L'organisation suppose une stabilité, la répartition des tâches, une coordination. Les organisations sont multiformes, elles peuvent être privées ou publiques et marchandes, vendent des produits, de services ou non marchandes, financées par des cotisations ou l'impôt. Organisation marchande. Entreprises privées, variables par leur forme juridique, leur taille. Coopératives, mutuelles, certaines associations. Entreprises publiques. Organisations non marchandes. Privées, associations, syndicats, ONG. Publiques, administration centrale, collectivités territoriales, hôpitaux. Les organisations publiques non marchandes représentent environ 30% des emplois en France. Les associations loi de 1901 sont des structures privées sans but lucratif, leurs bénéfices ne sont pas distribués. Elles peuvent avoir une activité commerciale et leur poids économique est important. Elles emploient environ 1 600 000 salariés. Une institution est une structure établie par la loi, la coutume, visant l'intérêt collectif. Les mutuelles et les sociétés coopératives sont des sociétés de personnes qui ont comme objectif de servir leurs sociétaires. 1.1 Les configurations selon Mintzberg. Organisation entrepreneuriale. Prédominance de la force centralisatrice. Simple, informel, flexible. Les activités se réalisent autour du chef et de sa stratégie. Petites organisations, entreprises jeunes, environnement simple et dynamique. Remarque. La structure entrepreneuriale était initialement appelée simple, par Mintzberg. Cette appellation peut être jugée plus claire puisqu'une petite organisation mécaniste, ou innovatrice, voire professionnelle, peut être entrepreneuriale, par opposition à managériale. Organisation mécaniste. Prédominance de la force de rationalisation. Bureaucratie centralisée, formalisée. Le travail est divisé, sous contrôle d'une hiérarchie importante. Technostructure fonctionnelle puissant. Grande organisation, environnement stable. Organisation divisionnalisée. Prédominance de la force de balkanisation. Décentralisation limitée. Division autonome pour leur activité. Tendance mécaniste dans les divisions. Grande taille, organisation ancienne, marché diversifié. Organisation professionnelle. Prédominance de la force de professionnalisation. Bureaucratie décentralisée.
dépendante de la qualification de nombreux opérateurs professionnels. Hiérarchie moyenne, logistique important. Souvent dans les services, environnement stable et complexe. Organisation innovatrice, adhocratie. Prédominance de la force de collaboration. Les spécialistes de support s'impliquent dans l'activité. Formation d'équipes pluridisciplinaires. Structure organique, démocratique, ajustement mutuel. Environnement complexe, dynamique, technologie de pointe, petites organisations jeunes ou projets. Organisation missionnaire. Prédominance de la force idéologique. Organisation basée sur un système de valeurs et une mission. Standardisation, normes, endoctrinement. Petites unités souples et décentralisées. Organisation politique, politisée. Résulte de la force des conflits, chacun tire de son côté. Maladie de l'organisation selon Mintzberg, période de crise. Pouvoir techniquement illégitime, résultant de l'union de forces divergentes. Un jeu de pouvoir informel remplace les coordinations. Peut servir au changement en présence de blocage. Étude de cas, scénario de l'entreprise Ardenner. Nous présentons une étude de cas basée sur une entreprise artisanale de pâté ardennais, qui est située à Recogne. Cette entreprise se développe de manière constante dans un secteur concurrentiel grâce à l'excellente qualité de ses produits. Nicolas de la Courtevoie dirige cette entreprise de 78 collaborateurs. Elle a été composée à ses débuts de cuisiniers des écoles hôtelières réputées des provinces de Namur et du Luxembourg. Elle est actuellement reconnue localement et régionalement considérée comme une bouée de sauvetage face à la faible offre d'emploi. Prochainement, elle exportera vers plusieurs pays européens. La politique actuelle menée par Nicolas de la Courtevoie a pour but de favoriser l'intégration de jeunes de la région peu diplômés pour les former. Lorsqu'un poste se libère, il remplace systématiquement le partant par du personnel local. Actuellement, certains postes d'encadrement commencent à être occupés par des jeunes qui sont entrés sans formation dans l'entreprise et y ont tout appris. Le DG, Nicolas de Courtevoie, est un homme stressé, il est difficile et autoritaire avec ses employés. Le directeur de la production, Michel Régnier, est surchargé de travail. Il lui arrive très souvent de dépasser son temps de travail, on l'a vu dans l'entreprise certains week-ends, on dit de lui qu'il est épuisé. Le directeur administratif, David Monet, est un jeune sorti des grandes écoles, il s'implique moyennement, ses objectifs sont ailleurs, on sait qu'il ne restera pas très longtemps dans l'entreprise. L'adjoint au chef de site, David Tudor, est un bon adjoint de Michel Régnier, mais M. Régnier ne délègue pas assez de responsabilités à M. Tudor. Il est pourtant une personne équilibrée sur qui on peut compter. Le directeur financier, David Monet, a quelques difficultés, il ne connaît pas encore bien l'entreprise, il est arrivé depuis peu de temps. Le directeur commercial, Luc Lefort, c'est un battant très réactif, solide, intelligent, plein de capacités, mais on ne lui laisse pas assez de possibilités pour agir. Le directeur RH, cette personne est isolée, a peu de maîtrise sur son poste, elle attend les directives de David Monet, qui lui-même attend des directives qu'il ne reçoit pas. Les superviseurs de la production, Mrs. Sapper, Joy et Ahmed, sont totalement dépassés par le travail, il règne une atmosphère pesante où le stress est présent. Sapper s'énerve régulièrement, Joy fonctionne au café et Ahmed est toujours fatigué. Exercice. Question. Prenez en compte le scénario entreprise qui vous est proposé. Quels sont les moyens que l'organisation utilise? Identité organisationnelle. Structure taylorienne socio-technique, décentralisée en réseau adhocratique, bureaucratique. Stratégie, schéma directeur. Management, les personnes. Solution. Structure. L'entreprise a une structure de type taylorienne et bureaucratique, c'est-à-dire qu'elle est axée principalement sur la division des tâches et sur la chaîne de travail. C'est une entreprise familiale, dont le secteur est l'artisanal. La structure est composée de plusieurs entités qui se repartissent en services de production, administratif, commercial, support informatique, ressources humaines, logistique. Stratégie. Nous sommes face à une organisation marchande de type entreprise.
Elle produit des biens en utilisant un ensemble de moyens, outils, personnes, technologies, processus, etc., qui sont ensuite commercialisés. Cette société est directive et réactive. Malgré cette qualité, elle manque de proactivité. C'est une usine de fabrication de pâté ardennais. Son produit est une spécialité de la région. Management. Les personnes qui travaillent pour cette société sont le directeur général, le directeur de la production, le directeur administratif, l'adjoint au chef de site, le directeur financier, le responsable des achats, le directeur commercial, le directeur RH, les responsables de la production. Plusieurs employés font partie de ces services. La majorité de ces employés se trouvent au sein des services de production et de fabrication. Ardenner travaille aussi avec plusieurs fournisseurs qui sont suivis par le service financier et les achats. 2. Les acteurs de l'organisation. De nombreux acteurs participent à la vie de l'organisation. Ils sont plus ou moins impliqués selon leur statut. Ces acteurs sont appelés parties prenantes. Ils sont les employés, cadres et non-cadres, mais aussi les prestataires, sous-traitants, fournisseurs. 2.1 Catégories socio-professionnelles, CSP. Liste des catégories socio-professionnelles. Nous découpons les CSP en 3 sous-catégories. Les non-cadres, les cadres intermédiaires et les cadres supérieurs. Les non-cadres. Les employés. Les ouvriers. Les assistantes et secrétaires. Les techniciens. Les cadres intermédiaires. Les responsables d'équipe. Les managers de proximité. Les chefs de service. Les cadres supérieurs. Les ingénieurs et consultants. Les dirigeants. Les actionnaires. Les professions et catégories socio-professionnelles, ou plus simplement, les PCS, sont une nomenclature statistique permettant de classer des métiers. Cette classification a été créée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE, en 1982. Elle remplace la nomenclature des catégories socio-professionnelles, CSP, établie en 1954. Notre analyse de la résilience des organisations s'intéresse à toutes les formes d'organisation, entreprises, ONG, institutions. Par conséquent, toutes les CSP seront concernées par la résilience organisationnelle. 2.2 La notion d'identité au sein du concept de résilience. La question de l'identité est un sujet difficile, mélangeant à la fois des critères objectifs et subjectifs, consentant de nombreuses comparaisons, au risque de tourner à la répétition. Frege note que l'identité est inclassable. Puisque toute définition est une identité, l'identité elle-même ne saurait être définie. Un exemple évident des difficultés perçues concerne le bateau de Thésée. Un bateau dont on change les planches une à une, puis avec les planches récupérées, un autre bateau est reconstruit. Y a-t-il identité entre le bateau reconstruit et celui de naissance, ou bien entre celui qui est renouvelé progressivement et le bateau d'origine? Nous disons à propos de Jean, qui vient de teindre ses cheveux en orange, qu'il faut bien admettre son nouvel aspect physique puisqu'il l'a choisi. On pense faire droit à une décision libre par laquelle Jean construit sa propre identité. Mais on remarque hâtivement que certaines différences sont plus douloureusement admissibles, même si elles participent à l'identité. Le problème vient d'un trouble entre identité personnelle et identité individuelle. 2.2.1 Identité personnelle. A-t-on besoin d'analyser sa propre identité? Oui, pour certaines personnes à certains moments de leur vie, d'autant qu'elle évolue. On devient parent, on change de profession, d'appartenance politique, d'état civil, de sexualité. On se demande qui on est, et on a besoin de retrouver sa voix profonde. L'identité repose sur une ressemblance, sur des éléments de référence extérieurs à soi. Il s'agit d'être prudent. Avoir des références extérieures ne veut pas forcément dire identité collective, bien au contraire, et c'est cela le dilemme. L'individu doit garder son identité personnelle, il ne doit jamais l'oublier, même avec le collectif. 2.2.2 Identité individuelle. Partant de la définition « identité », ensemble d'éléments qui permettent de reconnaître un individu donné, on a réfléchi sur la différence entre ce qu'on est et ce qu'on montre. L'identité que les autres nous attribuent est dictée par notre conduite, à travers 2 filtres,
leur filtre est le nôtre. Plusieurs formes d'identité peuvent être exposées à autrui selon les circonstances. C'est dans le milieu professionnel que nous trouvons le plus de représentation de l'identité individuelle. C'est une identité que l'on affirme. Celle qui est montrée est rarement la vraie, elle est une identité de circonstance. En cachant notre identité réelle, nous imputons une partie de nous-mêmes. Cette affectation de son identité personnelle sera à l'origine de la crise d'identité. L'identité est le sentiment d'intégrité, être complet, entier. Pour se sentir bien, il faut un point commun suffisamment solide entre ce qu'on est et ce qu'on montre. Il s'agit des valeurs acceptées et véhiculées en interne comme en externe, qui orientent les pratiques de l'ensemble des individus. La notion d'identité est à rapprocher de celle de culture d'organisation. La culture d'une organisation est fonction du milieu culturel et social dans lequel elle évolue, le pays, la région, la ville, des activités professionnelles qu'elle rassemble, mais aussi de son histoire, ses métiers, ses rituels, ses valeurs et ses hommes. 2.3 L'identité aujourd'hui. Erikson a introduit ce concept dans les sciences humaines en 1950 avec son ouvrage Enfance et société. Lorsque l'on parle identité, en général, sans donc préciser identité individuelle ou identité d'un groupe ou identité d'une organisation. C'est que l'on parle de l'identité d'un individu social, qui peut être aussi bien un individu qu'une collectivité. L'identité est un ensemble de significations, variables selon les individus d'une situation, apposées par des individus sur une réalité physique et subjective plus ou moins floue, de leur monde vécu, ensemble construit par un autre individu. C'est donc un sens perçu donné par chaque individu au sujet de lui-même ou d'autres individus. L'identité est à un moment donné la résultante d'un ensemble d'autoprocessus génétiques, biologiques, affectifs, cognitifs et de processus relationnels et communicationnels, historiques, culturels, formant entre eux un système de causalité circulaire. Identité, de latin idem le même. Ce qui fait qu'une chose est de même nature qu'une autre. Ensemble des circonstances qui font qu'une personne est bien telle personne déterminée, Petit Larousse. Propriété de ce qui est identique à soi-même. Ensemble d'éléments qui permettent de reconnaître un individu donné. Similitude extrême d'un ou plusieurs caractères chez des êtres différents. Sentiment d'intégrité, être complet entier, Borda. Psycho, je suis moi. Le sentiment d'identité est indispensable à l'individu, être soi-même. 2.3.1 Le collectif comme ressource. Selon Jean-Claude Kaufmann dans son ouvrage L'invention de soi, une théorie de l'identité, l'identité fournit à l'individu la reconnaissance, le consentement et l'amour des autres dont il a besoin pour se sentir exister en tant qu'individu à part entière. Les groupes d'appartenance et les rôles sont utilisés par les individus comme éléments pour créer leur identité. La sociologie n'a pas réussi à définir de distinction précise entre l'identité individuelle et l'identité collective. Les deux sont parfois opposés et parfois confondus. De nombreuses contraintes s'imposent à l'individu. Malgré cela, le côté subjectif de son identité lui permet d'avoir la possibilité d'accéder à une sorte d'autonomie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.